Oui, donc je suis Anne Ruolt, je suis professeure à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. À côté de cela, je donne des fois aussi des cours à l'université dans le domaine des sciences de l'éducation, parce que j'ai fait des travaux dans ce domaine. L'Institut biblique de Nogent a ouvert ses portes en 1921 et c'était l'initiative en fait d'un couple qui était Rubin et Jeanne Sayens, qui ont fondé cet institut. Alors d'abord, c'est Jeanne Sayens qui avait eu l'idée de fonder l'institut pour des jeunes filles. Issues de la Première Guerre mondiale, beaucoup de jeunes gens étaient tombés sur le champ et se disaient que beaucoup de jeunes filles ne pourraient pas se marier avec un jeune homme chrétien, partageant leur foi, et donc de ce fait, il fallait trouver aussi autre chose et les former pour une autre vocation. Et à cela, Rubin Sayens a tout de suite dit, mais il faut aussi qu'il y ait des jeunes gens, et donc l'Institut est tout de suite devenu une école de formation biblique, à la fois pour les jeunes gens et les jeunes filles. L'Institut biblique a hélas dû fermer ses portes, c'est la seule fois durant la Deuxième Guerre mondiale, donc en juin 1939. Personne ne croyait à ce moment-là que l'Institut fermerait, et donc cela s'est imposé en tout cas aux responsables. Le couple Sayens a été en province où en fait il est décédé durant la guerre. Et donc ça allait être ensuite une deuxième étape, hein, des héritiers qui allaient reprendre le flambeau. C'est une période où il y a eu l'armée qui a pris possession, aussi l'armée allemande qui était dans les bâtiments et qui a euh, aussi pas mal détérioré le bâtiment, mais pas qu'elle, avant une école qui avait loué les locaux. Donc une difficulté un petit peu après pour récupérer les locaux puis les remettre en état, pour reprendre en 1945, au moment où Jacques Arthur Blocher a été libéré. Donc il a été durant la guerre très rapidement fait prisonnier et il fallait attendre sa libération aussi pour avoir assez de professeurs pour relancer la machine. Euh, les filles Sayens qui étaient revenues avant, souhaitaient l'ouvrir plus tôt cet institut, mais ça n'a pu se faire qu'en 1945, avec une première fournée de nouveaux étudiants qui se sont très très vite inscrits. Rubens Sayens a été un poète qui a écrit en particulier la Sévenole, qui est très connue, puis beaucoup de cantiques qu'on chante toujours, et Les ailes de la foi ont été un best-seller des éditions de l'Institut biblique de Nogent. C'est-à-dire que les Sayens ont cherché à susciter le réveil dans les églises en France avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment ça leur idée. Dans la deuxième période, on peut dire, de l'Institut, que les fondateurs ont nommé, c'est-à-dire Louise Sayens, leur fille, comme directrice, et comme directeur adjoint Jacques Arthur Blocher, leur petit-fils, et Jules Marcel Nicole, qui était un ami de la famille en tout cas. Eux vont être amenés à prendre le relais avec cette situation aussi nouvelle que le monde évangélique avait grandi en France, avec une perspective aussi de frontières nouvelles. Le RF avait été, donc l'Église réformée de France, avait été créée et avait fait un petit peu le tri entre les églises qui se sont jointes dans ce mouvement d'église, et puis les autres qui en sont restées à l'écart. Et donc ces églises restées à l'écart, ces familles d'églises, ont été coordonnées dans une forme de réseau. Et c'est vraiment l'œuvre, on peut dire, de Jacques Arthur Blocher et de Jules Marcel Nicole qui ont été fer de lance, alors avec d'autres aussi, René Pache par exemple, qui était à l'Institut biblique missionnaire d'Emmaüs, et d'autres, il n'était pas seul, et qui ont vraiment construit, c'est Jean Bobéro qui parle de la construction de ce réseau à ce moment-là, avec la création par exemple du Centre évangélique d'information et d'action, avec, vous êtes à la faculté de Vaux-sur-Seine, la création de la faculté aussi, qui était aussi, alors l'émanation d'autres aussi, mais en particulier des professeurs qui étaient là à l'Institut biblique. Donc une dynamique dans ce sens qui va aussi amener un fait tout à fait lié à l'éducation de l'époque. On devient de plus en plus à une massification de l'éducation secondaire, ce qui n'était pas le cas avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, de plus en plus d'étudiants qui viennent s'inscrire, qui sont bacheliers, ce qui était très peu le cas avant. On peut dire à partir pour les étudiants des années 60, avec les indépendances, il y a un certain nombre d'étudiants qui viennent de l'étranger, des colonies, donc les Antilles,
tout ce qui est l'Océanie aussi, et puis ensuite d'un certain nombre de pays d'Afrique francophone. Les étudiants sont aussi plus diversifiés de manière générale, hein. Au tout début, les étudiants devaient avoir entre 18 et 30 ans et célibataires pour être internes. Et donc, ces étudiants se forment tous ensemble avec donc les professeurs aussi qui sont de plus en plus formés aussi, hein. Il y a de plus en plus aujourd'hui de professeurs qui ont une thèse de doctorat dans différentes disciplines. Alors on a parlé de Sylvain Rowski qui a fait tout un travail important aussi en matière de linguistique. On peut parler de Sylvain Rognan aujourd'hui, qui est professeur d'histoire de l'Église, qui a fait une thèse, lui, sur le les assemblées de frères en France. Il y a Lydia Yeager qui est directrice des études, qui a fait une thèse en philosophie, des sciences. Et bon, j'ai fait un travail sur, le mouvement des écoles du dimanche, donc en sciences de l'éducation. Donc on peut dire un tout un potentiel de professeurs qui sont davantage des universitaires qu'ils n'étaient auparavant, mais avec aussi aujourd'hui, un passage de relais puisque plusieurs sont à l'âge de la retraite, donc il y a aussi une autre dynamique. On peut peut-être parler ce que moi j'ai appelé les successeurs, ce sont les directeurs qui ont pris la suite, qui n'ont pas été nommés par le fondateur, qui ont été donc d'abord Bernard Huck, puis Paul Sanders. Donc il va y avoir là une structuration de la formation, puis une diversification de la formation aussi, qui n'est plus que la formation sur 3 ans à plein temps, mais qui va avoir d'autres formes aussi de possibilités de formation, avec l'émergence de la formation continue en particulier. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que le socle commun qui touche à la fois les savoirs, l'aspect académique, l'aspect pratique et l'aspect aussi de la formation de la personne, du caractère, tout ça, c'est le fil conducteur depuis, le début avec, le souci de l'orthodoxie biblique qui reste toujours, le courant théologique qui marque l'Institut. Mais avec, cette nécessité de pouvoir, augmenter le nombre de possibilités d'accueil, en particulier pour les familles et les couples. Alors, ce qui peut être un peu paradoxal, c'est que, aujourd'hui, il y a, une capacité d'accueil pour, les étudiants internes moins grande qu'elle n'était par le passé. Tout simplement parce que, par le passé, il y avait facilement, 6 étudiants par chambre, ce qui aujourd'hui n'est plus acceptable. Donc, on doit aussi un petit peu réviser là la manière d'accueillir les étudiants et le foyer. Et donc, effectivement, un bâtiment qu'on appelle D comme développement, qui se construit. Alors, le premier bâtiment construit, c'était la chapelle, ensuite le bâtiment qui est maintenant la bibliothèque avec des lieux d'hébergement, le bâtiment C ensuite avec les lieux de cours, et donc ce nouveau bâtiment qui avance bien et qui serait normalement inauguré officiellement en avril prochain, qui accueillera le réfectoire et puis des chambres alors individuelles et aussi pour famille, pour couple, des chambres aussi pour personnes en situation de handicap, par exemple. Donc tout ça, c'est en cours, et ça fait partie, de cette dynamique pour, l'avenir, où il faut, si l'on considère, la croissance du monde évangélique, où il faut qu'un bon nombre de jeunes et de moins jeunes se lèvent pour s'engager en responsabilité dans l'Église, que ce soit à plein temps, que ce soit en tant que responsable avec d'autres activités à côté. Dans ce sens, il y a là tout oui, un travail d'accueil et de stimulation, et que ce soit à l'Institut biblique de Nogent ou dans les autres instituts, la faculté de Vaud, la faculté Jean Calvin et d'autres, hein, ou la HUT Pro, il y a une grande nécessité pour les églises de renouvellement de pasteurs qui partent à la retraite et qui même peuvent servir à la retraite, mais qui ne sont pas éternels. Un renouvellement aussi de professeurs. Alors vous, à la faculté de Vaud, vous avez eu un renouvellement là qui s'est fait, toutes ces dernières années. Ben, nous sommes, nous, dans cette dynamique aussi maintenant de renouvellement, et donc c'est tout un travail, qui demande aussi la sagesse et la direction de Dieu pour, mener à bien tout cela. Mais aussi donc, besoin d'étudiants. Et là, cette année, on ne sait pas, comment l'interpréter. Nous n'avons que 11 élèves en première année, alors que normalement, nous avons entre 20 et 25, ça c'est des choses normales. Et c'est un effet Covid. On n'a pas d'analyse, très pertinente actuellement pour l'expliquer.
Mais en tout cas, il faudrait davantage de personnes qui viennent se former. Bah, moi, je dirais trois axes, hein. D'abord, prier pour justement que de nombreux élèves viennent se former à l'institut, comme dans les autres écoles, hein. C'est, me semble, la première chose importante pour les églises. Pour l'institut, ben, c'est ce passage, hein, de développement d'un siècle de formation à une nouvelle étape, passage de témoin avec, toute une nouvelle équipe aussi à mettre en place. Bon, pour moi, je dirais que j'aimerais bien, au-delà des 75 salariés qui sont les miens, que je puisse aussi avoir un peu plus, un 100 qui comprennent aussi la recherche que je mène dans le domaine donc, de l'apport des protestants en éducation, qui est pour le moment sur, mes propres deniers, mais aussi, de pouvoir continuer à communiquer cette joie de découvrir la richesse de la Bible et de s'y atteler avec sérieux, pour en découvrir toutes les richesses avec les étudiants et leur communiquer cette joie.